Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Controverse. Ce soir, nous mettons sur la table un sujet qui nous intéresse tous. Il s'agit de la croissance de la population burkinabé. Selon le 5e plan général de la population et de l'habitation réalisé en 2019, le Faso compte 1,5 million habitants, toujours selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Le taux d'accroissement démographique entre 2006 et 2019 est de 2,94%. L'augmentation de la population est un sujet diversement apprécié. Certains y voient un atout pour le développement. D'autres, par contre, pensent qu'une croissance élevée de la population peut être un handicap à l'essor socio-économique des États. Croissance démographique au Burkina Faso, opportunités ou freins au développement, c'est la principale question qui sera débattue au cours de cette émission avec comme invité le professeur Georges Kiela. Il est enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de la population, ISSP, de l'Université Joseph Kizerbo. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Nous avons également avec nous Dr Amadoum Tamboura, enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également M. Mohamed Amdi Kouanda, directeur exécutif de l'association burkinabé pour le bien-être familial ABBF. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également autour de cette table M. Noufou Savadogo. Il est démographe à l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de continuer, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler pour participer à cette émission en posant des questions ou en apportant donc leur contribution au débat. Vous pouvez appeler dès maintenant. Nos équipes en régie se chargent de vous rappeler dans la deuxième partie donc de cette émission. Alors, retour sur ce plateau et on commence avec vous, professeur Kiela. Selon le recensement général de la population et de l'habitation donc de 2019, la population burkinabé est passée de 14 millions en 2006 à 20 500 000 habitants aujourd'hui, donc en 2019, soit un taux d'accroissement de 2,94%. Alors, ce taux de croissance actuel de la population burkinabé est-il élevé? Merci bien. Je dois dire que je suis d'accord avec vous. Dans votre introduction, vous avez dit que c'est des sujets qui sont diversement appréciés. Lorsqu'on parle des phénomènes démographiques, notamment en termes de croissance dans nos pays d'Afrique subsaharienne surtout, c'est vrai que c'est des questions, j'allais dire sensibles, c'est des questions qui suscitent beaucoup de passion parce que c'est diversement apprécié. Il y en a qui vont trouver que la population est un frein au développement. Il y en a aussi qui vont dire que le développement, c'est d'abord la population. Et donc, peut-être qu'en tout cas, autour de cette table, au cours de cette émission, nous allons essayer de voir comment tout cela peut s'articuler. Mais pour répondre à votre question sur le taux de croissance démographique que nous avons connu au Burkina entre 2006 et 2019, donc on est passé de 3,1 à peu près 3,1% de taux de croissance annuel à 2,94 en 2019. On va dire que il y a une légère baisse, mais très peu sensible là. Est-ce que c'est un taux qui est élevé? C'est un taux qui est élevé. On pourra en débattre, comme c'est l'objet de l'émission, mais je peux répondre par oui et par non. Par oui, parce que c'est élevé, parce que tout doit se regarder en adéquation avec la croissance des ressources, ce dont nous disposons. Est-ce que cette croissance-là de la population, est-ce que nous avons le même rythme de croissance au niveau des ressources? C'est en ces termes que la question se pose. Si on répond par oui, les ressources croissent au même rythme,
alors on pourrait dire que donc c'est un taux jouable, on va dire. Mais est-ce que c'est le cas? Donc on pourra revenir là-dessus selon que on se place dans les atouts et est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un handicap. On pourra revenir là-dessus et s'exprimer en ces termes. Parce que, vu comme ça, vous savez, c'est un des taux les plus élevés, en tout cas au monde. Donc, ça, c'est vraiment... On peut dire que c'est élevé. D'accord. Alors, docteur Tamboura, est-ce que vous partagez donc l'avis du professeur qui est là sur cette question? Vous êtes aussi partagé, oui et non, en même temps, ou bien vous avez une seule réponse à cette question? Bon, moi aussi je suis partagé, seulement je voulais revenir sur un certain nombre d'aspects pour dire que si on prend le débat sur la relation entre économie et population, il y a principalement 3 thèses. Il y a les Malthusiens qui sont antipopulationnistes, il y a les partisans d'Esther Boserup qui sont des populationnistes, qui pensent que c'est la croissance démographique qui va impulser l'économie. Mais au milieu, actuellement, on a les néo-malthusiens. Depuis les années 70 environ, on a les néo-malthusiens. Et il faut dire que depuis les années 70 environ, les débats ont changé de forme. Les débats ne portent plus sur le taux lui-même, mais c'est sur la structure de la population. Donc, de nos jours, les débats sur la relation économie-population se situent au niveau de la structure de la population, plutôt qu'au niveau d'augmentation ou d'accroissement. L'articulation entre l'économie et l'évolution de la population. C'est ça que je dis. Si on veut analyser la relation entre économie et population, le débat ne se situe plus au niveau de l'augmentation de façon absolue de la taille de la population, mais plutôt au niveau de la composition de la population, oui, au niveau de la structure de la population, de la qualité de la population. En termes d'âge. Voilà, en termes d'âge, en termes de structure par âge. Et tout ça. C'est ça, la part de la population active, le niveau de capital humain de cette population. Donc, bon, je rejoins au professeur pour dire c'est à la fois oui ou non selon la thèse dans laquelle on s'est inscrit. Si je suis un Malthusien, je vais dire que le taux est élevé. Si je suis d'Esther Boserup, je vais dire que le taux il est relativement bon. Mais comme je l'ai dit, les débats se sont déplacés et aujourd'hui, les débats portent sur la structure de la population plutôt que sur l'augmentation de la population elle-même. Oui, mais vous, en tant que démographe, en tant qu'enseignant-chercheur, au regard donc des réalités du Burkina Faso, comment vous appréhendez donc ce taux de croissance? Est-ce qu'il est élevé ou il est faible? À mon avis, le taux il est relativement élevé parce que c'est un taux qui résulte d'une part du niveau de la fécondité qui est toujours élevé, on est jusqu'à 5,4 enfants par femme, et d'une baisse de la mortalité. C'est vrai que de ce côté, il y a toujours des efforts à faire, mais en tout cas, la mortalité a beaucoup baissé ces dernières années, mais seulement c'est le niveau de la fécondité qui est resté haut. C'est pourquoi ce taux-là aussi est resté un peu haut. Donc on peut dire que le taux il est relativement élevé. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Kwanda, votre association est pionnière, si on peut le dire comme ça, dans la planification familiale au Burkina Faso. Alors, quel est votre point de vue donc sur ce taux de croissance de 2,94%? Merci beaucoup. Je voudrais en tout cas vous remercier pour l'intérêt de cette réflexion. Mais je voudrais juste observer que ce taux, comme l'a dit le professeur, légèrement abaissé. Donc, je constate qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce taux reste encore un taux qu'on peut améliorer. Et nous avons, en écoutant Dr Tamboura, relevé un défi d'améliorer les conditions de vie et de réduire la mortalité.
Et nous avons également le taux de fécondité qui reste élevé. Et même si ce taux-là a connu également, depuis une vingtaine d'années, on est passé de 7 à 5 poussières. Donc du coup, on a une dynamique qui vise à rechercher une adéquation entre ce taux et les ressources. Donc je pense, à mon avis, que ce taux-là est un taux qu'on peut encore améliorer pour rester en adéquation avec les réalités du pays. D'accord. Alors, M. Savadogo, démographe à l'INSD, est-ce qu'on peut revenir un peu donc, sur ces statistiques, donc, sur l'évolution, si on peut dire peut-être depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, comment a évolué donc, ce taux de croissance de la population burkinabé? Ok, merci beaucoup. Globalement, le taux a connu une baisse, même si au cours du temps, l'évolution a été en dents de scie. Mais si on prend l'évolution de façon globale, on va trouver que le taux d'accroissement démographique a baissé au cours du temps. Et quand on le compare au taux de l'avant-dernière, du moins, l'avant-dernière période intercensitaire, on voit qu'il est passé de 3,1 à 2,9, 2,94, ce qui est une baisse légère puisque c'est sur une période relativement grande. Et dans l'ensemble, en tout cas, on a enregistré une baisse, mais une baisse lente et surtout en dents de scie dans certaines périodes. Donc, comme cela a été déjà dit, l'accroissement de la population ne doit pas être apprécié isolément. L'appréciation de ces taux doit tenir compte de l'évolution des ressources et de la qualité de la population. L'évolution des ressources pour dire qu'on doit toujours se poser la question, est-ce que cette population qui est en train de croître verra ses besoins satisfaits au regard des ressources qu'elle a à sa disposition. La qualité de la population, parce qu'on doit aussi se poser la question, est-ce que la population qui est en train d'augmenter, ces individus qui viennent s'ajouter, quelle est leur capacité de contribuer à la croissance de la population? Donc, pris isolément, on peut dire que la croissance est élevée parce que, comme cela a été dit par le professeur Guéla, le Burkina a une croissance qui figure parmi les plus élevées au monde. En se référant, par exemple, aux données des Nations Unies, on voit que le Burkina occupe la 16e place en 2021 en termes d'importance de son taux d'accroissement, la 16e place parmi un nombre très élevé de pays. Ça veut dire qu'on est parmi les pays où le taux est élevé. Ça, c'est quand on l'analyse de façon isolée. D'accord. Alors, avant donc de revenir sur la question principale de cette émission, je rappelle à nos téléspectateurs qui sont intéressés donc par cette émission qu'ils peuvent appeler au 30 73 donc pour pouvoir participer à cette émission. Alors, docteur, je le disais tout à l'heure, on en vient donc à la question principale de cette émission. Alors, est-ce que cette croissance qu'on juge élevée, si je m'en tiens donc aux commentaires qui ont été faits tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire donc que cette croissance élevée donc de la population burkinabé est une opportunité ou bien c'est un frein donc au développement du Burkina Faso? Merci. Je pense que ça, on entre dans le vif du sujet, donc c'est beaucoup plus, j'allais dire que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de raisonner comme ça. Est-ce que c'est une opportunité ou un frein? Alors, vous voyez, lorsque on analyse la croissance démographique, je pense qu'on aura le temps de revenir sur la notion de dividende démographique. Bien sûr. Le plus simple, c'est de regarder les choses en termes de capital humain. Capital humain, lorsque vous avez une population, vous regardez qu'est-ce que cette population
peut faire pour le développement. Et donc, pour un pays comme le Burkina, on parlait de structure de la population, elle a une structure jeune, qui donc peut être un atout. Donc, on peut dire que c'est une opportunité. Mais elle ne peut être réellement une opportunité que si vous lui donnez quelque chose. Parce qu'on parle de bras valides, etc. Mais bras valides pour faire quoi? C'est ça la question. Donc, c'est une opportunité si vous lui donnez quelque chose à transformer. Donc, si vous avez une population active de 20-64 ans, par exemple, qui est dominante, une population dominante, qui est relativement donc, en âge de booster donc, le développement, il faut un certain nombre de conditions pour qu'elle soit transformée en opportunité. Il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Et ces conditions, c'est quoi? Il faut que, quand je parle de capital humain, il faut que ce soit des gens formés, bien éduqués, qui sont capables de saisir les opportunités qu'on va leur offrir. Et en ce moment, ils vont accélérer, ils sont capables d'accélérer le développement. Et c'est là, ça devient un atout. Mais si vous avez une population qui est jeune, majoritairement jeune, comme c'est le cas du Burkina et de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, à qui vous n'avez rien à offrir, alors ça devient ce qu'on appelle le malus. Puisque en termes de dividendes démographiques, on parle de bonus, quand ça peut s'appeler opportunité, ou malus, quand ça devient quelque chose que vous ne pouvez pas exploiter de façon adéquate. Donc en ce moment, ça devient un frein. Parce que vous n'avez rien à offrir à cette population jeune-là qui aurait pu être un atout. Donc, les choses s'apprécient de cette manière. Oui, mais ça, ce sont les théories. Et pour le cas du Burkina, de façon concrète. Pour le cas du Burkina, prenons le cas, si vous prenez la structure de la population, on en parlait tantôt. Vous avez, par exemple, une population jeune, les entre 0 et 15 ans. Les enfants de moins de 15 ans, c'est 45%. Oui. 45% de la population. Oui, c'est énorme. Alors, ces gens-là doivent pouvoir être un atout sur lequel on peut s'appuyer pour accélérer le développement. Mais à condition que vous puissiez leur donner quelque chose. Si vous prenez ces 0-15 ans-là, ils sont déjà nés aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Ils sont là, ils exercent un stock, entre guillemets, de population jeune de 0-15 ans qui sont là. Alors, si vous voulez que ça soit un atout pour le développement dans 10 ans, donc, mettons dans 15 ans, dans 15 ans, ils auront entre 15 et 30 ans. Oui. Oui? Alors, qu'est-ce que vous leur donnez aujourd'hui, à partir de ces soirs-là, qu'est-ce que vous donnez à ces gens-là pour que dans 10-15 ans, ils boostent le développement? Donc, si vous ne leur donnez rien, ils ne peuvent pas être un atout. Ils seront un malus parce que vous n'aurez rien à leur donner et ils vont devenir en ce moment un frein au développement parce que ils n'auront rien sur lequel ils peuvent agir pour booster le développement. Donc, finalement, ce n'est pas forcément la croissance démographique le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'on a des exemples de pays qui ont des croissances, on va dire, à l'occidental, mais qui n'ont pas décollé non plus. Vous prenez certains pays du Maghreb, ils sont à la limite du taux de remplacement. Vous prenez la Tunisie, ils ont 2,17 enfants, donc 2 enfants, seuil de remplacement. Donc, schéma de fécondité à l'occidental, mais ça n'a pas empêché, si on peut le dire, oui. Ça n'a pas empêché le printemps arabe d'arriver, parce que vous avez une population jeune, mais vous n'avez aucune opportunité pour leur offrir. Donc, ça devient le malus dont on parle au lieu que ce soit un bonus. Donc, vous voyez, c'est en ces termes qu'il faut voir les choses. On reviendra certainement beaucoup plus précisément sur cette notion de dividende démographique. Ok, docteur Tamboura. Ok, merci. Et vous voulez que je me prononce sur
La situation actuelle du Burkina Faso, alors avec 5,4 enfants par femme, un taux d'accroissement de la population de 2,94%. Est-ce que, au regard donc de notre structure économique également et des politiques qui sont conduites actuellement, on peut dire que cette population est un atout ou un frein pour le développement? Ok, merci. Et je vais dire que cette population a été et reste un atout. Seulement, il y a un certain nombre de défis qu'on n'a pas réussi à lever. Moi, je participe aux activités de l'Observatoire national des dividendes démographiques. Et on a calculé en 2018, en 2014 et en 2018, on a calculé l'indice synthétique de suivi du dividende démographique. Et quand on jette un regard sur les statistiques, on se rend compte, voilà, comme le professeur avait déjà parlé de dividendes démographiques, on se rend compte que depuis 1990, la fenêtre des dividendes démographiques est ouverte. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire, oui? À partir de 1990, ça veut dire, puisqu'il y a ce qu'on appelle le ratio de soutien économique. C'est quand on prend un travailleur effectif, et en fait, le ratio de soutien économique, il permet de voir si la structure de la population est favorable à votre économie. L'évolution de la structure de la population. Est-ce que cette évolution est favorable au développement économique? Et quand on calcule ce ratio, depuis 1990, on se rend compte que ce ratio croît à un taux positif. À chaque fois, de 1990 en venant, et le numérateur, ce sont des travailleurs. Donc, il y a plus de travailleurs qui arrivent que les consommateurs, qui sont au dénominateur. Donc, on se rend compte que si on avait réussi à investir dans la population pour accroître le niveau de capital humain en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de nutrition, si on avait réussi à créer des emplois décents pour ces jeunes qui sont arrivés, parce que c'est 90 à aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui sont nés en 90, ils sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Si on avait réussi à lever ces défis d'investissement dans le capital humain, de création d'emplois, d'amélioration de la gouvernance, la jeunesse de notre population allait être une opportunité de développement. Ça veut dire actuellement on était en train on avait commencé à collecter les dividendes démographiques. Mais quand on calcule les retombées de cet investissement qui aurait été fait d'une certaine façon. C'est ça, je dis, ça veut dire le niveau des investissements n'a pas atteint le seuil requis pour que cette jeunesse puisse contribuer au développement économique. Et quand on calcule, on voit que l'indicateur augmente un peu, mais parce qu'il était de 0,38 en 2014, il est à 0,41 en 2018. Donc ça veut dire que, en tout cas, il y a des efforts qui sont faits, mais pour le moment, ces efforts n'ont pas atteint le niveau requis pour que cette population, cette jeunesse, soit un facteur de développement. Ça veut dire qu'il faut encore faire plus d'efforts dans la scolarisation, dans l'éducation, dans la formation, dans la création d'emplois, dans la gouvernance, voilà, et ainsi de suite. Oui. Et ça va nous permettre de lever ces défis et de profiter de cette opportunité qu'offre la jeunesse du Burkina actuellement. D'accord. Alors, Monsieur Kwanda, quel est votre point de vue sur la cette question? Est-ce que la structure de notre population est une opportunité? Je ne voudrais pas me verser dans les statistiques. Nous sommes dans la communauté. Nous essayons de transformer ces théories, ces statistiques en réalité, de proximité avec les ménages, les personnes vulnérables, ainsi de suite. Du coup, je vais essayer de caricaturer tout ça simplement. On a un ménage de 5 enfants. Idéalement, le papa rêve que les 5 enfants, à leur âge de 20 ans, soient travailleurs, soient un bon agriculteur, soient un bon ouvrier,
participe et revient à la maison au moment où le papa n'arrive plus à travailler, participe aux dépenses ou partage les dépenses du ménage. Il s'agit de cette question-là. Du coup, je me pose la question, comment y arriver? Parce que là, nous sommes dans une situation aujourd'hui au Burkina où dans les ménages, il y a peu de personnes qui arrivent à contribuer et à aider le ménage à supporter ses charges, et plus de personnes constituent des charges pour le ménage. Voilà en fait comment je caricature la situation. Et pour ça, nous nous posons la question. On est en train, depuis 2006, depuis un certain temps, avec les observations, les universités, les savoirs, en train de poser un problème qui est simple. Quelle est l'attitude pour nous en tant qu'acteurs, avec les ménages, avec les populations, pour que cette population qui est jeune arrive à atteindre le résultat qu'on est en train de présenter. Ce qui va nous amener à une chose. Soit nous investissons sur ces enfants et même les parents, de sorte à pouvoir présenter une population à un moment donné qui participe énormément, soit nous essayons petit à petit de choisir parmi les enfants, les 5 enfants, on investit sur 2, on laisse les 2 là, et entre-temps, on se retrouve dans une situation où les 2 deviennent un problème sur la charge encore de la famille. Mais idéalement, nous aurons souhaité que cette fenêtre d'opportunité dont parle le docteur soit une fenêtre que, ensemble, la société burkinabé capte. Quand on dit une fenêtre d'opportunité, une opportunité est là si vous savez saisir cela. Et cette jeunesse-là, et le Burkina Faso, de façon globale, on l'a dit, hein, ce n'est pas nous qui le disons, depuis longtemps, le Burkina Faso est un vivier de main-d'œuvre. Maintenant, il faudrait qu'on puisse saisir ce vivier-là et puis cette jeunesse-là pour la transformer, pour qu'elle puisse être un facteur, un levier, un outil de développement. Je pense que c'est sous cet angle-là que je peux répondre à votre question en disant tout simplement que la jeunesse du Burkina a une opportunité. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que cette jeunesse-là soit de qualité. Il l'a présenté statistiquement. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont accès à un emploi décent, sont utiles à leur ménage, à leur communauté. Mais ce n'est pas suffisant parce que quand on veut avoir vraiment beaucoup de résultats, il faut arriver jusqu'à un niveau dont il a essayé de caricaturer théoriquement. Et le Burkina n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et c'est de ce travail-là qu'il s'agit, ces défis qu'il s'agit. Et je pense que étant dans la communauté, il y a de la transformation, il y a une bonne dynamique positive et je pense que c'est une opportunité pour nous, on peut l'affirmer. D'accord, oui, Monsieur Savadokou. Effectivement, les recherches sur les relations entre la démographie et le développement ont en tout cas abouti à la conclusion que d'une manière générale, les populations au cours de leur évolution passent par des périodes où leur structure est favorable au développement. Il s'agit d'une période où on a une abondance de main-d'œuvre par rapport à la population qui constitue une charge, c'est-à-dire les enfants et les personnes d'âge avancé. Maintenant, la question qui se pose est celle que le professeur Guéla a déjà posée. Cette abondance de main-d'œuvre, il s'agit d'une main-d'œuvre qui va faire quoi? Est-ce une main-d'œuvre qui va voler? Est-ce une main-d'œuvre, ça veut dire une population active qui sera là pour voler ou pour braquer? Non, il s'agit d'une main-d'œuvre qui normalement devait être active si le marché de l'emploi, produire, épargner, investir. Maintenant, le problème qui se pose ici,
Ça veut dire que pour apprécier le niveau de la démographie du Burkina par rapport à cette opportunité qu'on peut avoir, c'est de se demander est-ce que la main-d'œuvre dont on dispose, c'est une main-d'œuvre qui est productive. Effectivement, comme cela a été dit, il y a des études qui ont montré qu'au Burkina actuellement, on est dans cette phase où la structure de la population, où la démographie est en faveur du développement. Il y a par exemple l'étude, le profil du dividende démographique élaboré en 2016 qui montre que la fenêtre du dividende démographique, qui est la période où la démographie est favorable au développement, est ouverte depuis 1996 et pourrait s'étendre jusqu'en 2050. Ça veut dire que si on se fie à ces recherches, on est à une période où la démographie du Burkina est favorable au développement. Maintenant, si on se dit qu'on est dans une période où la démographie est favorable au développement, comme cela a été déjà dit par le professeur Guéla, cela suppose que ceux qui constituent la main-d'œuvre aujourd'hui, qui constituent la population active d'aujourd'hui, sont des gens qui ont bénéficié des conditions pour qu'en étant à cet âge, ils puissent contribuer à la croissance économique. Maintenant, quand vous regardez objectivement la composition de la population burkinabé aujourd'hui, elle est majoritairement analphabète. La minorité sont ceux qui ont un niveau de scolarisation qui leur permettent de développer une activité, qui leur permettent d'être vraiment utiles à l'économie. Vous allez vous rendre compte que le taux de chômage, vu d'une certaine façon, est très élevé. Ça veut dire qu'on a une bonne partie de la main-d'œuvre qui est au chômage, c'est-à-dire qui, au lieu de produire, de supporter les charges de leur ménage et de contribuer au développement, à la croissance économique, sont des gens qui sont eux-mêmes une charge pour les pays, une charge pour les ménages. Une façon de dire qu'en réalité, ce n'est pas la démographie le problème, mais c'est comment est notre population le problème. Et justement, est-ce que ce n'est pas une question aussi de politique? Est-ce que actuellement la politique, ou en tout cas les politiques en matière de jeunesse, en matière d'investissement dans les secteurs sociaux est adéquate justement avec cette population? Alors, ça me permet donc de lancer cette question, justement, professeur. Alors, est-ce que la politique, en tout cas, ou les politiques actuelles en matière de développement au Burkina Faso, donc peuvent permettre donc de transformer donc cette population active qui est majoritaire donc en opportunité? J'allais dire que actuellement c'est très difficile vu la situation générale. Comme on parle je reviens sur la notion de capital humain, la qualité de votre capital humain. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais si vous avez un stock de population active et en majorité donc analphabète, qui n'a pas d'apprentissage, qui ne sait de qualification professionnelle, de formation professionnelle. Oui. Mais vous avez beau avoir une population jeune qu'on appelle bras valide, mais si elle ne sait rien faire, ça ne peut pas être un atout pour le développement. Le problème se pose à ce niveau-là. Et quand on regarde le dividende démographique, il y a 5 piliers. Il y a la structure de la population. Et ça, cet atout-là, nous l'avons. On a une structure jeune. Mais il reste les autres piliers. L'éducation. Quand je dis éducation, c'est tout compris, y compris la formation. Vous prenez la santé. C'est un autre pilier. Il faut que ce soit des adultes qui arrivent en bonne santé, qui soient en mesure de booster la productivité. Ça, c'est le troisième pilier. Quatrième pilier, il vous faut un certain nombre d'investissements pour créer justement les opportunités d'emploi. Pour que cette population qui est là,
qui n'attend que les opportunités d'emploi pour transformer ça en développement, il faut créer les conditions. Donc il faut des politiques massives d'emploi et de création d'emplois pour que ces gens-là puissent booster le développement. Et cinquième pilier, la gouvernance. Il y en a souvent, quand on parle de dividendes démographiques, il y en a qui, après avoir écouté, disent même qu'il faut commencer par la gouvernance parce que c'est ça qui va conditionner tout le reste. Mais en tout cas, c'est un des 5 piliers. Et c'est toutes ces conditions réunies qui vont vous permettre de bénéficier des dividendes démographiques. Sinon, la population en elle-même, elle est là, mais si vous ne pouvez rien lui offrir, si vous ne pouvez pas remplir les conditions que j'ai citées dans les 4 autres piliers, ça veut dire que vous avez une population qui ne peut pas être productive et donc ça va poser problème. Donc, et je pense que nous, dans nos pays d'Afrique subsaharienne, et pour ce qui concerne le Burkina, mais il faut que nous revoyions notre politique éducative. Quand vous prenez une population sur 100 jeunes, vous avez combien sont allés à l'école ou combien ont une formation professionnelle? C'est très peu. Vous prenez les jeunes et adolescentes, par exemple les filles, et les derniers chiffres montrent que si vous prenez un groupe de 18 à 24, 18-24, un groupe de jeunes filles, vous avez jusqu'à 27 qui ont déjà des enfants. 27% ont déjà des enfants, avant l'âge de 18 ans. C'est pas un capital humain de qualité, ça. Et parce qu'ils sont hors des opportunités de formation et d'éducation. Parce que vous connaissez le contexte, une fois qu'elles sont dans la maternité, c'est terminé. Vous prenez, et justement, il y en a, que vous prenez cette tranche d'âge de 18-24 ans, il y en a 41% qui sont déjà en union. Et ces gens-là sont exclus systématiquement des opportunités de formation et de scolarité. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, vous avez une structure de la population qui est un atout théorique, mais comme vous n'avez rien à leur offrir en termes d'éducation et de formation, elle est là, mais elle ne peut pas servir pour le développement. On est obligé de parler un peu cru comme ça, mais c'est ça la réalité. Donc, tant que nous n'avons pas cette audace d'aller en profondeur sur les questions d'éducation et d'emploi, en investissant des ressources adéquates dans l'éducation pour avoir un bon capital humain. En dehors de ça, on ne peut pas parler de développement parce que ça va être un stock de population. Et encore une fois, ce n'est pas péjoratif quand on parle de stock de population, ça se dit en démographie, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour booster votre développement. Donc voilà un peu comment le problème se pose. D'accord, docteur Tamboura. Ok, bon. Est-ce que vous partagez donc le point de vue, en tout cas l'analyse donc du professeur qui est là donc sur ce point? Je suis en partie d'accord avec le professeur. Sûrement, je ne suis pas aussi alarmiste, voilà, par rapport à la thèse développée voilà, en partie, je suis d'accord avec le professeur. Voilà, c'est pour dire que, à mon avis, je ne pense pas que tout soit perdu. Actuellement, plus de la moitié de la population, quand on prend la population de moins de 16 ans, je vais prendre la population, les moins de 17 ans représentent plus de 51% de la population totale. Les 0-15 ans, je pense que c'est 45%. Donc, ça veut dire les 0-15 ans, il faut mener, comme il est dit, une politique éducative, une politique de santé, une politique de nutrition, pour qu'il ait un niveau de capital humain qui va leur permettre de booster le développement dans les années à venir, quand ils seront sur le marché de l'emploi. Ça veut dire, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas alarmiste. Si aujourd'hui, on prend l'engagement de mener une politique d'éducation active, de santé, de nutrition et ainsi de suite pour renforcer le niveau de capital humain, on n'a rien perdu. Dans les années à venir, on va rattraper. Mais justement, est-ce que dans la situation actuelle du Burkina, on a les capacités de faire cet investissement? Oui, je reviens.
Ça, j'étais au niveau des enfants à scolariser 0,15. Maintenant, si on prend la tranche d'âge de ceux qui sont sur le marché de l'emploi, 15-35, théoriquement qui sont sur le marché de l'emploi, ils tournent autour de 32%. Voilà, ils tournent autour de 30%. Ok, 32%. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ces jeunes, il faut mener une politique active de création d'emplois décents. Donc, il y a un certain nombre d'urgences, il y a un certain nombre de politiques qu'il faut mener urgemment, et ça va nous permettre de l'attraper. Ça veut dire en faveur de ces jeunes, non seulement on peut mener une politique de création d'emplois, mais aussi on peut faire une formation professionnelle au profit de ces jeunes. On revient à vous tout à l'heure pour poursuivre ce débat. Okay. Mais, on me fait signe que nous avons un téléspectateur qui nous appelle de Diapaga. Monsieur Lankwande, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes en direct à l'émission Controverse et nous vous écoutons. Ok, j'ai quelques questions à poser. Est-ce que le recensement démographique tient en compte des ménages vulnérables? Est-ce qu'à travers ce recensement, le Burkina peut dresser un fichier et faire un filtrage pour déterminer le nombre de ménages vulnérables? Okay. Est-ce que si c'est possible, est-ce que s'il y en a, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour accompagner ces ménages afin de quitter leur situation de vulnérabilité? D'accord, on a bien... On remarque qu'à chaque moment, même s'il y a des mesures d'accompagnement, surtout les fonds, au niveau des fonds d'appui, on revient aussi avec ceux qui ont déjà les moyens et on essaie de les accompagner. Donc on ressent que ces ménages vulnérables restent toujours pauvres. Avec votre appel, nous sommes désolés. Peut-être qu'il faut réunir les conditions qu'il faut avec la régie pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'écoute parce que le son est un peu désagréable et nous sommes désolés de vous couper. Mais nous avons donc entendu en tout cas votre question. Peut-être que M. Savadoro va répondre très rapidement à cette question. Est-ce que le recensement de la population permet d'avoir une idée des ménages vulnérables? C'est la question de M. Lankwande de Diapaga. Oui, bon, le recensement le permet d'une certaine façon parce qu'il tel que les données du recensement sont collectées, ça ne permet pas en réalité de voir, d'apprécier les degrés de vulnérabilité des ménages tels que conçus, tels que vus selon les structures en charge des questions de l'humanitaire. Mais ce que nous faisons, c'est d'analyser ces niveaux de vulnérabilité-là à partir des biens d'équipement que possèdent les ménages et aussi un certain nombre de caractéristiques. Et sur la base de ces informations sur les biens d'équipement que les ménages possèdent et sur les caractéristiques de leur logement, ainsi de suite, on arrive à créer un indicateur qu'on appelle le niveau de vie du ménage, où on peut catégoriser les ménages en fonction de leur niveau de vie, qui est bien sûr déterminé à partir de ces biens qui ne sont qu'un proxy de la vulnérabilité. Mais ce qu'on est en train de faire comme innovation dans le cadre de ces recensements, c'est de combiner les données du recensement avec les données des enquêtes ménages sur les conditions de vie des ménages, qui sont les enquêtes les plus appropriées pour apprécier la vulnérabilité
des ménages. Alors peut-être que ce que l'auditeur veut savoir, est-ce qu'on a des estimations? Est-ce que sur ce volet-là, on peut dire que tant % de ménages sont vulnérables au Burkina Faso avec des points de localisation? C'est exactement ce que j'ai dit. Par exemple, le premier indicateur dont j'ai parlé, le niveau de vie du ménage, c'est en quelque sorte un proxy. Mais je l'ai dit, c'est pas les biens d'équipement et les caractéristiques des logements qu'on utilise pour le calcul de cet indicateur permet d'apprécier le niveau de vulnérabilité de façon approximative. Donc, sur la base de cet indicateur, on peut voir, par exemple, ceux qui sont au plus bas échelle et ceux qui sont à des niveaux acceptables. Donc, on peut avoir le pourcentage sur la base de cette information. Et au-delà de cette information, on est en train de faire une sorte d'innovation où on a sollicité l'appui de la Banque mondiale qui a développé une méthodologie qui permet de combiner les données du recensement aux données des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Et je disais, ce sont les enquêtes sur les conditions de vie des ménages qui permettent de mieux apprécier le niveau de vulnérabilité. Donc c'est pour ça qu'on a fait recours à ces données pour combiner avec les données du recensement pour faire une meilleure analyse des conditions de vie des populations. D'accord. On revient avec vous, docteur Tamboura, donc pour vous permettre de poursuivre votre analyse qui n'est pas aussi alarmiste comme vous l'avez dit. Voilà, effectivement. Peut-être que le docteur aura l'occasion de vous répondre. Oui. Ok, comme je le disais, si au niveau des 0 à 15 ans, si on arrive à mener une politique d'éducation, de formation, de santé pour accroître le niveau du capital humain, ça veut dire cette jeunesse, les 0-15 ans aujourd'hui seront une opportunité dans les années à venir. Maintenant, ceux qui sont déjà sur le marché de l'emploi, on avait dit tout de suite, ce sont les 15 à 35 ans. 15, 34, 35. Bon, ils sont 39% de la population selon le RAGP. Effectivement, donc pour ces jeunes, il faut mener des politiques de création d'emplois, mais aussi il faut les former à l'auto-emploi. Il faut développer des structures d'accompagnement qui permettent à ces jeunes de s'auto-employer. Donc il faut mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes et aussi des femmes. Effectivement, il a relevé des pourcentages assez intéressants de femmes qui sont déjà en union ou bien qui sont déjà qui ont déjà des enfants et tout ça. Mais voilà, et dans ce sens, il y a un projet, le projet Suède, qui travaille dans ce sens pour autonomiser ces femmes-là. Donc, si on met l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, mais là où je suis d'accord, même s'il n'a pas soulevé ce volet, ça veut dire que la situation sécuritaire actuelle est telle que voilà, ces politiques, si on devrait les mener, ça nécessite vraiment des efforts considérables. D'accord. Alors, la régie me fait signe que nous avons un téléspectateur qui nous appelle de Ouagadougou. Je n'ai pas bien entendu le nom. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, donc vous êtes en direct à l'émission, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je suis Nous avons vraiment des problèmes ce soir avec le téléphone. Cela peut se comprendre parce que, en tout cas, quand nous rentrons au studio, il pleuvait donc sur Ouagadougou. Cela peut-être peut expliquer donc ces problèmes avec le téléphone ce soir. Nous sommes désolés donc pour cela. Alors donc, on va vous laisser, docteur Tamboura, poursuivre votre analyse sur cette question avant peut-être que monsieur Kwanda ou le professeur Guéla puisse vous répondre. Ok, donc merci. Et donc, comme je le disais, si on cible les groupes d'âge avec des politiques appropriées aujourd'hui, ça veut dire que cette jeunesse qui est là ne sera pas un malus, mais plutôt un bonus. Seulement, ça nécessite un certain nombre d'efforts considérables
de la part des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics dont vous parlez aujourd'hui dans l'état actuel du Burkina Faso sont à mesure, en tout cas en fonction de la capacité actuelle du pays, en fonction des ressources disponibles, de mener la politique dont vous parlez? À mon avis, c'est une volonté politique. Si la volonté y est, moi je pense qu'on va trouver l'argent et les moyens et tout pour mener une telle politique. D'accord. Le professeur voudrait répondre ou bien on donne la parole à, je vais permettre au directeur exécutif. Oui, et puis je vais revenir sur les aspects. La question, est-ce que les politiques répondent au débat que nous sommes en train de mener? Je voudrais, en tant qu'association burkinabé de bien-être familial, notre question centrale, c'est comment notre population, notre ménage, comment les individus au Burkina Faso peuvent avoir une cellule familiale qui permet un épanouissement dans une certaine question de sexualité responsable. Si nous considérons cette question, le Burkina Faso a opté la santé sexuelle et reproductive comme étant un des moyens pour répondre au débat et à la réflexion qui est en train d'être menée ici, comparativement à d'autres pays qui ont choisi d'autres types de réponses qui peuvent sembler plus dramatiques, pour agir vraiment sur la population. Et en réponse à cette question, je dirais qu'il y a des réponses. Nous ne sommes pas dans un terrain neutre. Je vais peut-être nuancer le point de vue de Dr Tamboura en disant qu'il y a des politiques qui sont menées, il y a des réponses qui sont apportées, et même l'ensemble des dimensions sont pris en compte dans la formulation d'un certain nombre de réponses. Il y a des référentiels qui existent. Le Burkina a ratifié des conventions, ainsi de suite. Et les ministères en charge de ces questions tentent d'apporter des réponses. Ces réponses peuvent présenter leurs limites ou bien être insuffisantes et aggravées par la situation sécuritaire aujourd'hui que l'on connaît. Mais je pense, à mon avis, que sur la question de l'éducation, il y a matière à revoir les approches qui sont utilisées pour prendre en compte d'autres aspects, d'autres moyens d'éducation qui sont souvent sous-valorisés dans notre approche globale. La question de l'éducation n'est pas seulement de l'investissement, investissement. Je pense qu'il y a des ménages, il y a des familles qui font former leurs enfants, qui éduquent leurs enfants sur des modèles d'éducation, qui donnent des compétences à leurs enfants. Mais arriver dans le modèle, dans le système du Burkina, ces personnes qui ont été éduquées, qui ont été formées, qui ont bénéficié d'un certain accompagnement, ne sont pas pris en compte. Je dis ça. Donc du coup, ce que joue un peu sur les statistiques, j'ai pour preuve, je prends simplement quelqu'un qui est allé, qui s'est fait former par exemple, ou bien qui a eu une éducation dans un domaine assez spécifique comme, comment dirais-je, le franco-arabe et autres. C'est des moyens, c'est des gens qui ont une certaine connaissance, et quand ils arrivent, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont dans le marché, ils créent leur propre mécanisme d'insertion, ils sont dans les systèmes. Ils ont des difficultés de s'insérer dans le système classique. Voilà, mais ils sont résilients, ils trouvent souvent des moyens pour pouvoir survivre. C'est un modèle, c'est un exemple. Mais au-delà de ça également, il y a par exemple pour l'association burkinabé pour le bien-être, il y a des activités ou des programmes qui investissent beaucoup sur l'éducation de la population, pas de façon formelle, mais de façon à
à répondre à des besoins immédiatement sur le terrain. Et toutes ces approches, souvent d'éducation, sont faiblement capitalisées, sont faiblement organisées, ce qui fait que les politiques peuvent présenter certaines insuffisances. D'accord. On revient à vous tout à l'heure parce que la régie me dit que nous avons M. Abdou Savadoro qui nous appelle de Kongoussi. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Alors, vous êtes en direct à Controverse et nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et je crois que vous m'entendez bien. Oui, bon, avec beaucoup d'écho, je ne sais pas pour le moment. Mais on vous écoute pour le moment. Mes prédécesseurs ont manqué leur intervention à cause de l'écho. Oui. Voilà. Mais vous, on vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Et j'ai voulu intervenir depuis le début. Et heureusement, au fil de l'émission, il y a des inquiétudes qui ont été levées. Néanmoins, je vais revenir sur l'intervention du professeur qui est là. Alors, lui étant chercheur, et je veux qu'il soit direct dans sa façon de dire les choses. Et les chercheurs, ils doivent déverser au niveau des décideurs qui doivent prendre des décisions. Et disons clairement qu'au ici, le système éducatif ne va pas avec notre jeunesse qui puisse booster le développement. Et j'ai fait un peu le Ghana. Au Ghana, il n'y a pas... L'année scolaire n'est pas comme la nôtre. Tu peux faire 3 mois en classe, ensuite 3 mois dans un atelier de façon pour la pratique. Et c'est pourquoi quand vous voyez un Ghanéen qui se promène avec des ciseaux, quand vous allez chez lui, vous allez trouver qu'il a construit une grande villa. Pendant que ici, nous, nos enfants, on a dit ceux qui ont moins de 16 ans tournent autour de 45%. Alors, ceux-là, ils ne font que consommer. Ils n'apprennent rien qui puisse booster notre économie là demain. Et même ceux qui ont 17-20 ans, nous sommes actuellement pendant des vacances. Mais vous allez les retrouver chaque soir, chaque jour autour du thé, et ils ne vont pas au champ. Nous, quand on était élèves, enfants, et pendant les vacances, on allait au champ. On apprenait à cultiver, on apprenait à élever. Alors, de nos jours, ils sont moins à acheter cela. Même ceux qui ne sont pas élèves, qui se débrouillent dans leur paillage, quand je suis dans la province du BAM, une zone hautement aurifère, ils vont dans leur paillage, ils gagnent 1 million, ils viennent, ils s'achètent une moto. Au lieu d'élever, d'apprendre à élever, et au lieu d'investir dans l'agriculture, alors on préfère la belle vie. C'est pour dire que notre système éducatif et notre éducation familiale là a raté. Il faut encore une vraie sensibilisation afin que, tout comme les parents et les enfants, que tout le monde prenne conscience. Sinon, demain sera sombre. On vous a bien compris, Monsieur Savadoro, donc Abdou de Kongoussi. Merci en tout cas pour votre participation à cette émission. Alors, professeur, c'est une question qui vous est, c'est pas une question en tant que telle, mais il s'adresse à vous. Il trouve peut-être que vous n'êtes pas direct dans vos réponses. Oui, bon, peut-être que voilà, je vais préciser quelques éléments parce que j'ai pris l'exemple des piliers qui constituent le dividende démographique, dont l'éducation. Mais je vais revenir précisément sur ce qu'il dit. Mais peut-être je vais dire à Dr Tamoura que je ne suis pas pessimiste. J'ai dit ce qu'il faut pour que cette population soit transformée en atout. Donc il n'y a rien à cacher. Et au stade actuel, nous n'y sommes pas. C'est clair. Avec ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons aucune politique réelle qui... Parce que c'est l'éducation, pour répondre d'ailleurs à la question, l'éducation est quelque chose de fondamental. Et apparemment, c'est comme si nous pensons qu'on peut jouer avec cette variable-là. Elle est pourtant incontournable. Si je prends l'éducation,
je parle de... Dans l'éducation, je mets tout ce qui est formation professionnelle pour transformer l'individu en quelqu'un de capable de travailler pour le développement. Et ça passe par l'éducation. L'auditeur, d'ailleurs, nous dit que notre modèle d'éducation n'est pas adapté. C'est ça. Et donc, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'éducation. Parce que c'est la porte à beaucoup de choses. Comme je parlais même de qualité du capital humain, en prenant l'exemple des adolescents ou des adolescentes, quand vous prenez une fille qui quitte l'école au village à 13 ans, le CM2, ou qui n'est même pas allée à l'école, prenons celle qui quitte l'école à 13 ans, mais il lui laisse quoi comme perspective à votre avis? C'est qu'à 15 ans, ou en tout cas au maximum à 17 ans, elle est en union et elle va commencer à procréer. Pourtant, si elle était dans un système d'apprentissage, d'éducation, qui va l'amener peut-être à 19, 20 ans, pour lui donner des compétences, non seulement ça fait déjà 3 ans de moins dans ses années génésiques, elle ne va pas procréer à 17 ans, et elle aura de la compétence. Ça, c'est un exemple d'atout. Oui, mais peut-être qu'il faut préciser aussi que toutes les filles qui font des enfants à 17 ans ou 16 ans, il y en a quand même qui arrivent à se positionner, à devenir actives dans le système. Très peu, surtout dans notre système ici. Même celles qui ne sont pas en union ou qui n'ont pas encore procréé ne s'en sortent pas. Ce n'est pas avec un enfant à 17 ans que vous allez continuer l'école. Ce n'est pas possible. Donc, mais c'est dans le système éducatif qu'il faut trouver ces solutions-là. Et je ne compte pas ceux ou celles qui ne sont pas allés à l'école. Quand vous prenez, par exemple, les tranches d'âge de 19-24 ans, précisément, vous verrez qu'il y a près de 45% de cette tranche d'âge-là qui n'est pas allé à l'école. Et ceux qui sont allés à l'école ne sont pas allés suffisamment loin pour acquérir les compétences nécessaires pour booster le développement. Voilà, donc je crois qu'on ne peut pas faire l'économie des aspects comme l'éducation. Avant de vous donner la parole, directeur exécutif, M. Kwanda, nous avons un téléspectateur en ligne. Vous aurez tout de suite la parole également, M. Dr Tamboura, pardon. Alors, on nous dit que M. Mohamed Sako nous appelle de Tenkodogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct à Controverse. D'accord, merci beaucoup. Au fait, moi je ne voulais pas poser une question. Je voulais juste faire un commentaire. Oui, allez-y. Ok. Il faut dire que pour moi, il ne faudrait pas apprécier le taux d'accroissement par rapport aux ressources. J'allais dire par rapport à l'économie du pays. Parce que le véritable problème là, c'est la malgouvernance. Le pays même n'est même pas exploité. Nous avons des ressources disponibles. Il faut dire ici que le véritable problème là est que les politiques sectorielles sont dictées par les forces étrangères. Il faut le dire. Il faut dire nos dirigeants même n'ont même pas de projet de société. Bon, on ne peut pas dire que ça, peut-être que ces projets ne sont pas adaptés ou elles ne fonctionnent pas comme il le faut, mais il y en a quand même, il y a des politiques. Oui, bien sûr, il y a des politiques comme... Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, très rapidement. Oui, non, il faut dire également qu'il y a des politiques qui sont là. Mais ces politiques-là ne sont pas adaptées à nos réalités. Ok. Ces politiques ne sont pas adaptées à nos réalités. Si vous n'avez pas un projet de société, c'est difficile de poser la crise en tout cas. Faites les choses que la population a besoin, j'avais dit, de façon terre à terre. Parce que si on doit prendre des théories pour venir appliquer à une société comme la nôtre, ça serait très difficile comme le Burkina Faso. Voilà, donc je pense bien, comme aujourd'hui c'est le 4 août, ça nous rappelle le temps de la Révolution, où on avait des projets
qui obéit vraiment aux besoins de la population burkinabé. Est-ce que vous voyez, moi je pense bien qu'il ne faudrait pas analyser le taux d'accroissement en fonction. Je voulais poser une question, si vous me permettez, oui, très rapidement. Au représentant de l'APBF. Oui. Il ne faudrait pas. Est-ce qu'on peut analyser le microéconomie en dehors du macroéconomie? Parce que le bien-être de la famille dont il fait cas, c'est en fonction même de l'économie de la nation, l'économie du pays. Si l'économie du pays ne va pas, la famille aussi, ça ne va pas y aller. C'est parce que ça ne va pas si on revient à la maison pour faire des enfants. Si chacun est occupé là, qui va avoir le temps comment pour faire des enfants. Le taux de natalité va baisser forcément. Vous vous rappelez qu'on appelle le baby boom aux États-Unis. C'est parce que les gens n'avaient pas les gens ne travaillaient plus, que les gens restaient à la maison pour faire des enfants. Donc il ne faut pas analyser le micro en dehors du macro. Le véritable problème là est qu'on n'a pas de projet de société. Merci vraiment pour l'émission. Merci pour votre participation et pour vos commentaires. Monsieur Kwanda demandait la parole. La question vous est adressée directement. Bon, alors, c'est pas. Bon, je voudrais remercier le téléspectateur parce que effectivement c'est un point de vue, mais c'est pas que d'analyser le micro en dehors du macro, mais dans tous les cas. Une communauté, c'est un ensemble qui se met pour avoir un tout. Je voudrais revenir sur les questions de politique toujours par rapport à on a abordé la question de l'éducation, mais aussi il y a la question de la structure de la population, les hommes, les femmes, le genre, quel est le niveau de contribution de chaque acteur. Je pense qu'il y a une grande partie de cette population qui n'arrive pas à contribuer. Et le professeur Guela a posé le problème de... Je ne suis pas sûr qu'une fille qui est tombée enceinte a une seconde chance pour pouvoir être plus contributive, utile à la société au regard du contexte qui a été présenté. Du coup, il y a que ces politiques devraient, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour que le genre soit pris en compte, que la femme puisse participer, mais le téléspectateur qui vient de passer tout de suite a posé sur la table une réalité. Quand on est très occupé, on n'a pas le temps de faire des enfants. C'est quand on n'est pas occupé qu'on fait les enfants. Mais il se trouve aujourd'hui... C'est pas évident. Je cite, il se trouve qu'aujourd'hui... Bon, je ne sais pas s'il y a des études, en tout cas, non, il n'y a pas d'études. Voilà, c'est empirique. C'est empirique. Si, ça, il y a des études. Voilà. Des études qui le montrent. Le marché du travail détermine exactement la fécondité. C'est tout le travail de la femme. C'est ça. D'accord, ok. Du coup, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que la femme travaille suffisamment aujourd'hui aux côtés de l'homme pour le développement du pays? Est-ce que les questions qui ont été posées sur le statut de la femme et de la jeune fille aujourd'hui, c'est ça, n'est pas aussi une situation qui milite fortement à ces problématiques-là? La question de gouvernance, certes, mais il y a des aspects que nous, en tant qu'acteurs hommes, et nos perceptions, nos considérations par rapport à l'autre, fait que l'autre n'arrive pas à contribuer significativement. Donc je pense que les questions de genre devraient faire partie de la réflexion pour voir comment cette partie de la population, c'est ça, peut participer au développement. D'accord. Il nous reste très peu de temps. Alors, je vais vous permettre de garder la parole parce qu'il y a une question. Alors, on a parlé donc d'investissement, de développement, de la structure de la population. Est-ce que, selon vous, c'est-à-dire, il faut mettre l'accent plus sur la planification familiale ou bien il faut beaucoup plus d'investissement? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais d'abord définir la planification familiale comme étant très rapidement parce qu'on a comme étant une manière ou une démarche, une approche
c'est ça, de gérer sa cellule familiale en adéquation avec ses capacités. Mais pas comme ce que, de façon à tort ou à raison, ce qu'on pense de la planification, qui est que on veut limiter des espaces, on veut faire la promotion de la limitation des naissances, oui. Ou bien en fait contrôler les naissances, ainsi de suite. Non. Il s'agit ici de planifier en fonction des ressources, en fonction de vos capacités et également en fonction du modèle caricatural que j'ai présenté dès le début. Qu'est-ce qu'on fait en investissement pour que un jour l'ensemble de mes enfants puissent être contributifs, utiles à la nation. Donc pour ça, je pense qu'il faut que nous travaillions à renforcer l'éducation en utilisant tous les moyens, l'éducation en ne segmentant pas forcément et en adaptant chaque mode d'action d'éducation au groupe et à la structure de la population. Il y a des gens aujourd'hui qui ont échappé à l'ensemble des structures que nous avons présentées et qui ont aussi besoin de connaissances. Et en plus de ça, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le monde est devenu un univers interplanétaire. Il y a aujourd'hui l'accessibilité à l'information. Le défi, c'est de travailler à ce que cette information accessible soit information juste, capable d'être utile pour les gens. Investir, oui. Il faut prioritairement investir sur la planification familiale, sur l'ensemble de ses composantes et plus de place à la femme pour être un moteur dans l'économie du ménage et dans l'économie de la famille et du pays. Voilà en résumé ce que je peux apporter comme réponse par rapport à cette question. Est-ce qu'il faut investir sur la planification familiale ou investir sur l'ensemble des dimensions des questions de population et de développement? D'accord. Alors, ça va être la dernière question, hein, parce que nous sommes pris par le temps. Il nous reste peut-être 5 minutes pour boucler cette émission. Alors, on va peut-être faire un tour de table. Alors, face donc à tout ce qui a été présenté comme difficulté, ou en tout cas ce qui est de la réalité donc du Burkina Faso en matière de croissance démographique en lien avec les ressources du pays. Quelles solutions donc il faut, selon vous, donc pour pouvoir permettre en tout cas au Burkina Faso d'atteindre son développement, ses objectifs en matière de développement? On va commencer avec vous, Monsieur Savadougou. Ok, donc sur cette question, c'est qu'il faut dire que à travers tous les développements qui a été déjà fait ici sur cette question, on voit l'importance de l'éducation dans ces domaines. Et l'éducation, il faut la développer, mais développer une éducation utile. Ça veut dire plus orienté vers une éducation, vers un enseignement technique et professionnel, de telle sorte que ceux qui sortent du système éducatif ne soient pas des gens qui vont s'asseoir pour attendre le moment des concours directs pour s'élever, compétir. Il faut que ce soit des gens qui ont l'initiative de l'auto-emploi pour essayer eux-mêmes de s'auto-employer. Ça va diminuer la concurrence et ça va permettre à cette population de s'insérer dans le marché de l'emploi. Pas une éducation qui forme entre guillemets des chômeurs. Aussi, on voit que l'agriculture, c'est le pilier de l'économie du Burkina. Donc, c'est de travailler à mécaniser l'agriculture, à moderniser les moyens de production pour permettre à tous ces millions de paysans qui s'y investissent de pouvoir compter sur cette activité, parce qu'on voit que près de 80% de la population active est occupée dans l'agriculture. D'accord. Alors, Monsieur Kwanda, quelle solution donc, pour faire face donc, à ce problème qui est posé? Je voudrais observer que depuis qu'on a commencé le débat, la question de la démographie est une question transversale. C'est une question qui touche tous les domaines. Nous avons fait focus sur l'éducation, nous avons parlé un peu de santé, mais je me rends compte que cette question doit être portée au plus haut niveau
par les autorités. Et je pense sur la question de la planification familiale. Comme je l'ai dit, elle n'est pas une question forcément seule de la santé. Si on veut bien planifier, bien gérer, bien organiser, si ce n'est que des questions de santé, on va perdre de vue l'objectif. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire que beaucoup de choses sont faites, des avancées significatives ont été atteintes, mais si on prend garde, on risque de repartir en arrière parce que cette question transversale qui devait faire l'objet de priorité des politiques pour réunir l'économie, la santé, voilà, l'économie, la santé, aujourd'hui semble être perdue de vue. Donc je voudrais demander que les autorités puissent mettre un accent particulier sur la planification familiale et travailler de sorte à ce que la femme soit décideur, ait le choix de son corps et soit beaucoup plus autonome. Voilà, qu'elle soit autonome, qu'elle soit responsable de ses décisions par rapport à sa participation dans le développement du pays. C'est à ce prix qu'on pourra résoudre le problème. D'accord. Docteur Tamboura, vous avez 1 minute, très rapidement. Ok, merci. Donc, à mon avis, il faut mettre en priorité les investissements en capital humain, parce que quand on regarde la baisse dans la fécondité, le Burkina a connu une baisse très rapide comparativement aux pays européens qui ont pris plus de 100 ans pour achever la transition démographique. Donc, quand on regarde la tendance dans la baisse de la fécondité, moi je pense que si on met l'accent sur le capital humain, sur la gouvernance, surtout, je ne sais pas, entre gouvernance et capital humain, je ne sais pas lequel pèse le plus, parce que quand on regarde tous les problèmes que nous avons actuellement, c'est la gouvernance qui a échoué. C'est l'échec de la gouvernance et ça affecte toutes les autres dimensions du dividende démographique. Et aujourd'hui, quand on regarde, tout est en train d'être anéanti par cette crise. D'accord, on a bien compris votre position. Docteur, professeur qui est là, donc vous avez le dernier mot en 1 minute également. En 1 minute, non, je pense que cette émission nous a donné en tout cas l'occasion de voir la complexité de la relation population-développement, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il y a plusieurs piliers, comme je l'ai dit, et il faut oser vraiment faire des actions, pas du saupoudrage, parce que le saupoudrage, on ne pourra jamais faire l'économie des vraies choses dans chaque pilier. Que vous prenez la création d'opportunités pour cette jeunesse, que vous prenez l'éducation dans tout le sens du terme, en termes d'opportunités, en termes de formation professionnelle, en termes d'éducation, vous ne pouvez pas faire l'économie de ces actions-là. Donc, pour moi, il faut qu'on soit encore plus audacieux et qu'on sache qu'on ne peut pas faire l'économie de ces actions-là au niveau de ces piliers-là, si nous voulons en tout cas tirer bénéfice du dividende démographique. Parce que, comme on le dit, souvent certains pensent que quand on parle de dividende démographique, c'est quelque chose qui va tomber un jour et on va s'en approprier et puis voilà le développement. Il faut faire les actions adéquates donc pour pouvoir profiter donc de ce dividende démographique. Merci en tout cas à tous pour votre participation à cette émission. Nous sommes donc à la fin de ce numéro de votre émission Controverse. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro de l'émission Controverse. Bonsoir.